Alors pour continuer, eh bien, après que nous ayons vu finalement quels étaient les modèles de coût, les modèles business et la façon de valoriser la donnée dans une solution IoT, eh bien, nous allons revenir un peu plus en détail de ce que c'est qu'une solution IoT et surtout de ce que ce n'est pas et aussi ce que ça peut apporter. Nous essayons de réfléchir en quoi l'Internet des objets peut transformer la façon d'exécuter des processus dans nos entreprises. Pour cela, et je vais revenir un peu sur ce que j'ai déjà expliqué, mais pour moi, il est important de comprendre que l'Internet des objets n'est pas un objet connecté, c'est-à-dire ce n'est pas un objet auquel on a rajouté une fonctionnalité supplémentaire qui est une fonctionnalité de connectivité. Ce que j'illustre par ce couteau suisse qui a déjà des tas de fonctionnalités différentes et auquel on rajouterait la fonctionnalité Wi-Fi pour, je ne sais pas, pour permettre un partage de connexion Internet, si c'était possible, ou ce genre de choses. Ce n'est pas une fonction de connectivité supplémentaire qui est intégrée à un objet existant, c'est vraiment un usage nouveau et différent, une façon d'utiliser ou de consommer un objet ou un service qui va être radicalement différent. Voilà, ce que je retraduirai si je fais le lien avec la transformation digitale. Faire sa transformation digitale, ce n'est pas créer un site Internet. C'est bien passer de processus de vente qui sont de personne à personne à des systèmes de vente qui peuvent être automatisés avec des process où l'humain n'a plus besoin d'intervenir, que ce soit sur la commande d'approvisionnement qui va au stock jusqu'à l'expédition. Voilà. Donc c'est bien cette transformation profonde dont on est en train de parler et non pas simplement un peu de peinture sur quelque chose qui existe déjà. Alors, vous voyez que là, j'ai une thématique couteau. Alors, une thématique couteau parce que ces slides ont été faits pour être présentés à Thiers, donc une ville de couteliers en Auvergne, qui a un certain passé dans le domaine, et avec donc un auditoire qui correspond aussi à cette industrie-là. Et du coup, eh bien, je trouve que c'est un sujet très intéressant, le couteau, pour dire en quoi l'ajout de connectivité sur un couteau peut transformer la façon de faire de la coutellerie. Et l'objet est particulièrement intéressant en ce sens que ce n'est pas un objet électronique, il n'a pas de batterie, ce n'est pas un objet technologique. On ne l'achète d'ailleurs pas pour le fait qu'il soit technologique. Et donc, par conséquent, se poser la question et trouver les intérêts, les bonnes raisons pour lesquelles on voudrait connecter cet objet fait complètement sens pour comprendre là où cette connectivité pourrait apporter quelque chose dans chacun des objets que l'on produit aujourd'hui. Grosso modo, et pour faire plus simple, si il y a un intérêt à connecter un couteau, il doit y avoir un intérêt à connecter à peu près tous les objets du marché. Alors cherchons pour quelles raisons on pourrait ajouter cette connectivité. Déjà, il est important de se dire qu'il n'est vraiment pas certain qu'un consommateur serait prêt à payer plus pour une fonction de connectivité dans son couteau. Donc ce n'est pas pour le consommateur, en premier lieu, que nous allons apporter la connectivité, mais c'est pour sans doute le fabricant que cela va avoir un intérêt. Alors, l'intérêt qu'on peut avoir si on arrive à connecter cet objet et à en extraire de la donnée, je ne dis pas que tous les cas d'usage que je présente ici sont à ce jour réalisables d'un point de vue technique et économique, bien entendu, mais nous allons voir des concepts, des lieux où il y aura un intérêt sur ce couteau à récupérer de la donnée pour en faire quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être comprendre l'usage du produit. Comprendre l'usage du produit, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Je ne suis pas un expert en couteau, mais imaginons que sur ce couteau, il y a un élément qui est particulièrement fragile et qui demande une attention particulière, qui est le ressort qui permet de fermer la lame et de la retenir. Voilà. Donc cette petite pièce métallique est une pièce qui est peut-être particulièrement chère, en fait je n'en sais rien objectivement, mais disons que c'est une pièce qui peut être particulièrement chère, sur laquelle on a une attention particulière, et c'est une pièce d'usure qui, à force d'ouvrir le couteau, va finir par céder à un moment. Alors, si vous faites un couteau d'excellente qualité, l'objectif, c'est que cette pièce ne cède jamais. Et tant que vous ne connaissez pas l'usage réel du couteau, eh bien, vous allez en avoir un usage, on va dire fantasmé, en quelque sorte, qui correspond peut-être à votre usage à vous. Vous qui êtes coutelier, et qui donc utilisez votre couteau tous les jours. Tous les matins, vous l'ouvrez, tous les midis, vous l'ouvrez, tous les soirs, vous l'ouvrez, peut-être même à l'heure de l'apéro, peut-être même le soir, peut-être même juste pour le plaisir de l'ouvrir dans la journée.
Et donc, par conséquent, vous êtes un consommateur très particulier qui va avoir un effort très particulier sur cette pièce-là. Vous n'êtes pas représentatif. Alors, le fait de mesurer l'usage permet de sortir de cet usage fantasmé ou issu de données non représentatives et d'être sur de vrais usages. Peut-être aussi de catégoriser des utilisateurs. Alors, typiquement, sur ce type de couteau, il y a des gens qui vont l'utiliser tous les jours à tous les repas. Puis, il y a des personnes qui vont s'en servir pour aller aux champignons une fois ou 2 fois par an. Donc, en fait, on va avoir une gamme d'usages très variés, mais sans doute sans intermédiaire. C'est-à-dire des gens qui s'en servent beaucoup et des gens qui s'en servent très peu. De ces compréhensions-là, eh bien, peut-être que l'on peut décider de faire plusieurs gammes. Des gammes à usage plus intensif, des gammes à usage plus irrégulier. Et cette petite pièce, qui était cette pièce d'usure, qui avait une fragilité particulière et qui peut-être a un coût de fabrication particulièrement élevé, eh bien, peut-être qu'il est possible dans ces gammes de choisir des choses qui sont différentes. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire l'over-engineering sur un couteau qui est peu utilisé, et sans pour autant dégrader la qualité de l'ensemble, hein, parce que genre, il n'y aura pas d'incident pour le consommateur à avoir une pièce moins renforcée à partir du moment où le bon consommateur choisit le bon produit. D'accord ? Et peut-être même que vous vous rendrez compte que sur les couteaux haut de gamme, ceux qui sont ouverts très régulièrement, bah peut-être que vous aviez là aussi surestimé l'usage réel du produit. Donc comprendre comment le produit est utilisé sur le terrain, c'est améliorer l'adaptation du produit à son marché, c'est mettre la quantité de matière juste nécessaire au bon fonctionnement du produit, c'est donc faire des économies sur les coûts de fabrication du produit, et c'est donc soit se positionner avec un produit un peu moins cher sur le marché, soit dégager une marge plus importante sur le même produit. Donc c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Alors quand on mesure l'usage, eh bien, assez rapidement, on mesure l'usure. Ou en tout cas, on a un lien entre usage et usure. Ce qui veut dire que l'on peut proposer le renouvellement du produit, le proposer au bon moment, au moment où l'utilisateur va avoir besoin réellement de le changer. Ça, c'est très intéressant sur un produit comme un couteau, sur lequel on peut être, je veux dire, quelque part attaché à la marque tiers, mais pas forcément à l'atelier qui a produit le dernier couteau que vous avez acheté. Peut-être même pas au coutelier chez qui vous l'aviez acheté la fois précédente. Et donc, par conséquent, être capable d'anticiper le renouvellement, c'est être capable de prendre contact avec le consommateur, c'est être capable de lui proposer une offre intéressante et c'est être capable de le conserver. Et donc, c'est une opportunité d'avoir un business plus régulier, plus important, avec une gamme de clients qui sera un client fidèle à votre marque et qui vous connaîtra. Alors, sans même parler du renouvellement, on peut parler de la maintenance quand on est dans l'usure. C'est aussi donc proposer une maintenance régulière. Un couteau a une lame qu'il faut aiguiser pour qu'il reste performant. Cette opération-là peut être réalisée chez le rémuleur ou le coutelier qui a vendu le produit. Et donc, c'est une opportunité de prise de contact avec le consommateur. C'est une opportunité de le faire revenir en magasin et donc une opportunité de lui faire des ventes supplémentaires, voire du renouvellement, comme on en a parlé précédemment. Donc vous voyez qu'au travers de la connectivité, sans apporter de fonctionnalités liées à cette connectivité sur le produit qui est vendu, en fait, on transforme la relation entre le client et l'entreprise. Et on crée une relation directe, finalement, entre celui qui capte la data, donc ici le fabricant de couteaux, et celui qui utilise le produit, le couteau. Ça permet de passer un certain nombre d'intermédiaires qui aujourd'hui vous masquent complètement la relation avec votre client. Alors on peut transformer complètement ces business models, et là je fais un petit peu de science-fiction sur ce couteau, mais on pourrait imaginer faire de la facture à l'usage. À partir du moment où je mesure son utilisation, je mesure les ouvertures. Donc peut-être que voilà, le modèle de couteau à 1 centime l'ouverture. Bon, pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que ça ait du sens, mais vous voyez qu'une fois qu'on a la donnée, on peut faire ce genre de choses. On peut débloquer une fonctionnalité supplémentaire à la demande. Imaginez le couteau avec tire-bouchon, le tire-bouchon est inclus, mais vous ne l'avez pas payé en quelque sorte, et le jour où vous avez besoin d'ouvrir une bouteille, ben, vous pouvez activer cette option moyennant un paiement supplémentaire. Peut-être que d'un point de vue marketing, il y a un intérêt finalement à vendre un couteau un petit peu moins cher
parce que une des fonctionnalités sera vendue sous forme d'un service complémentaire. Je ne sais pas si ça marcherait au niveau du couteau, encore une fois, mais il y a de très nombreux produits où ceci s'adapte. Ensuite, on peut imaginer les fonctionnalités qui sont plus en relation avec l'utilisateur, comme par exemple la possibilité de bloquer l'ouverture du couteau, ou donc de l'autoriser, ce qui peut avoir un intérêt d'un point de vue sécurité, pour que des enfants ne se blessent pas, pour qu'un couteau perdu ne puisse pas être utilisé, ou un couteau volé ne puisse pas être utilisé, pour des choses comme ça. Si l'on revient sur les avantages pour le fabricant, il y a d'autres centres d'intérêt au niveau du parcours de production et de distribution du produit qui vont permettre, par exemple, de suivre ce produit. Et comme on disait tout à l'heure, un couteau est vendu à un grossiste qui le distribue dans un réseau de couteliers qui ensuite l'ont en stock ou en vitrine pendant un moment avant qu'il aille chez des particuliers. Alors si vous êtes un fabricant de couteaux, normalement, ou de n'importe quel produit, vous vous posez toujours une question, c'est de savoir quels sont les niveaux de stock en dehors de chez vous, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une idée sur le niveau des commandes qui vont arriver et l'urgence, enfin la proximité de l'arrivée de ces commandes. Et de là, on découle beaucoup de choses, car pour répondre rapidement à une commande, il faut du stock. Pour avoir du stock, il faut acheter des matières premières, et pour avoir créé ce stock, il faut avoir transformé ces matières premières. Et pour transformer les matières premières, vous pouvez avoir besoin d'employer des personnes. Ce que je veux dire, c'est que si une grosse commande que vous n'aviez pas prévue arrive demain, vous risquez de ne pas avoir le stock, vous allez le commander en urgence, vous allez peut-être le payer plus cher, il va falloir peut-être faire travailler plus de personnes, avoir recours à une manœuvre temporaire, peut-être faire des heures supplémentaires, ainsi de suite. Ce qui fait que votre coût de production, globalement, sur le produit va être plus important. Si vous pouvez anticiper tout ça, dans ce cas, vous pouvez planifier votre production, gérer vos achats de matières premières, planifier les calendriers de travail de vos personnels et avoir un niveau de stock qui est à la hauteur du nécessaire, parce que de la même façon, il n'est pas très intéressant d'avoir un stock important pour pallier à ces problématiques-là, car le stock est l'immobilisation de cash qui peut vous manquer à un moment ou à un autre. Donc, avoir la visibilité sur l'aval est quelque chose d'assez important. Encore une fois, ça vous permet aussi beaucoup de comprendre votre produit et son cycle de vie. Et pour ça, eh bien, ajouter de la traçabilité à l'intérieur du couteau va vous permettre de remonter cette information. Et donc, quelque part, savoir que vous avez des centaines de couteaux qui sont grosso modo au même endroit, localisés dans un des entrepôts de vos distributeurs, vous permettra de savoir que c'est à cet endroit-là. En voir quelques dizaines localisés dans une même ville sera sans doute chez un coutelier. Et puis quand les couteaux sont unitairement à des endroits distincts ou ont bougé, c'est sans doute qu'ils ont été achetés. Et donc globalement, comme ça, vous pouvez suivre le rythme, le cycle de vie de votre couteau. Alors quand je parle de tout ça, on pourrait se dire, oui, mais là, on a un problème de traçabilité des personnes, on a un problème de responsabilité vis-à-vis de données personnelles et ainsi de suite. Or, en fait, ce dont je parle, ce n'est pas une localisation très précise à l'aide d'un GPS, ce serait beaucoup trop coûteux, beaucoup trop énergivore sur ce type de produit, mais je parle de localisations qui sont données par les réseaux publics télécoms qui apportent des précisions à quelques kilomètres. Ce peut être tout à fait suffisant pour réaliser les opérations dont je viens de parler, et par ailleurs, ça ne donne pas d'informations sur qui possède le couteau et quels sont réellement ses déplacements. Donc c'est beaucoup plus léger que ce que l'on pourrait imaginer, mais ça peut être suffisant dans les optimisations supply chain. Alors, il n'est pas non plus question de réaliser ces opérations à l'infini, parce que l'énergie nécessaire pour faire cela pourrait rapidement poser un problème, mais il est plutôt question de le faire sur le début du cycle de vie du produit, finalement sur la période où il est encore dans des stocks, jusqu'à ce qu'il soit normalement commercialisé. Un autre élément très intéressant du fait d'ajouter de la connectivité, mais ça peut aussi passer, là quand on parle de connectivité, on peut parler aussi de connectivité passive, et ça peut être intéressant d'ajouter pour des coûts qui sont globalement faibles, une identification et une connectivité passive sur des produits. Alors, quand je parle de connectivité passive et d'identification, en fait, je fais référence à des technologies comme les RFID ou les NFC qui permettent d'ajouter à très faible coût un composant électronique passif à l'intérieur du produit et ensuite de pouvoir avoir une interaction avec ce produit au travers d'un équipement qui peut être un téléphone mobile.
Alors ça peut être très intéressant dans la lutte contre la contrefaçon. Imaginez que ce couteau de tiers soit vendu avec une application des couteaux de tiers qui permettent de vérifier son authenticité. Cette application a plusieurs avantages. Elle peut permettre de gérer la relation client directe dont nous avons parlé précédemment, potentiellement. Mais elle permet surtout à l'acquéreur du couteau de s'assurer que ce couteau-là est bien un couteau qui a vraiment été fabriqué à tiers et qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon produite à un autre endroit. On pourra le vérifier parce que l'identité qui sera dans le couteau sera unique et elle sera soit connue par le service de vérification, soit elle ne sera pas connue. Si elle n'est pas connue, dans ce cas, on pourra indiquer au consommateur final qu'il a été victime d'une contrefaçon. Alors bien sûr, si le consommateur final s'en rend compte, c'est trop tard, mais il retournera chez son coutelier, il lui ramènera le couteau et se plaindra. Le coutelier vérifiera du coup, avant de vendre ses couteaux, s'ils sont bien des originaux, et globalement, en remontant comme ça dans la chaîne, eh bien, il n'y aura plus de place pour les contrefaçons sur ce type de marché. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais la lutte contre la contrefaçon au travers de l'utilisation de la connectivité est un secteur qui est particulièrement intéressant, quel que soit le produit, l'objet qui a été créé. Alors pour illustrer un petit peu plus cela, j'aime beaucoup ce slide, et c'est pour ça que je vous le représente, même si finalement je ne vais pas apporter beaucoup d'informations supplémentaires, mais j'aime ce slide parce que je l'ai utilisé maintenant il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans, quand je faisais mes premières conférences sur les objets connectés. Et je l'utilisais en disant, vous voyez cette table, elle sera connectée. C'est ça le concept des objets connectés, c'est que chaque objet du quotidien puisse être connecté. Et je ne sais pas vous dire pourquoi, c'était mon discours il y a quelques années, je ne sais pas vous dire pourquoi elle sera connectée, sans doute pas pour mesurer votre temps de repas, quoique, mais elle va être connectée. Et alors, j'aime bien ce slide parce qu'aujourd'hui, je peux reprendre ce slide-là, enfin en tout cas cette image, puisque le contenu a un peu évolué, mais je peux reprendre cette image et je peux vous dire pourquoi cette table a un intérêt à être connectée. Alors clairement, cette table ne va pas être achetée aujourd'hui par des consommateurs pour avoir des informations sur leur façon de manger. Il y a peut-être quelques geeks que ça pourrait intéresser, mais globalement, les gens ne vont pas mettre de l'argent supplémentaire sur une table pour avoir cette information. Par contre, elle va l'être pour améliorer son processus de fabrication. Elle devrait l'être dans ce but-là. Une table qui coûte plusieurs centaines d'euros peut intégrer une connectivité qui permet de la géolocaliser pour son suivi dans sa supply chain aval, exactement comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour un coût additionnel autour de 1 dollar aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est globalement marginal, 1% potentiellement du coût de la table, pour une optimisation qui, elle, d'un point de vue financier, peut être de 2, 3, 4, 5%. Donc vous voyez que si en ajoutant 1% sur le coût de fabrication d'un produit, vous pouvez avoir une économie en améliorant votre stock, en améliorant votre productivité, en améliorant votre visibilité sur la supply chain, vous pouvez avoir un gain qui peut être largement supérieur à ça. Tout dépend de votre entreprise, du taux d'optimisation que vous avez aujourd'hui, et ainsi de suite, bien entendu. Mais c'est possible, car on est sur des montants qui sont globalement très faibles. Alors, de la même façon que la table peut être connectée pour ces raisons-là, ça me fait réagir à un discours entendu par quelques politiques il y a quelque temps qui moquaient, dans le cadre de la 5G, le frigo connecté. Alors c'est intéressant parce que ces politiques, par ailleurs, étaient des politiques écologistes, pardon, et en fait, avoir cette vision-là du frigo connecté qui ne sert à rien, parce que la vision des personnes qui pensent frigo connecté pensent tout de suite frigo connecté à usage de l'utilisateur. C'est-à-dire se disent, c'est quoi un frigo connecté? Pour que ça serve à quelque chose, il faudrait que ça fasse les courses à ma place. Donc on imagine ce frigo connecté comme étant un système qui est capable de faire l'inventaire de ce qu'il y a dans le frigo, de savoir ce que vous entrez, ce que vous sortiez, et vous recommander la même chose. C'est en fait technologiquement très compliqué. Ça coûterait globalement très cher à vraiment mettre en œuvre. Et en effet, les gens ont l'habitude de faire leurs courses. Donc c'est une habitude très très longue à changer, même si je pense qu'un jour, ces usages-là seront rentrés dans les habitudes et on trouvera ça très pratique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts et ça paraît inutile.
Sauf que le frigo connecté a un énorme intérêt, mais qui n'est pas celui d'aller faire nos courses, puisque de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Le frigo connecté a l'intérêt de pouvoir s'assurer qu'écologiquement, ce frigo répond à des normes. Donc c'est là où c'est particulièrement intéressant d'écouter des écologistes lutter contre la 5G et se moquer du frigo connecté, parce que justement, la connectivité d'un frigo a un intérêt écologique très fort. Un frigo, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie dans notre foyer, finalement. Et c'est quelque chose qui se dégrade dans le temps en fonction des fuites potentielles qu'il peut y avoir de gaz, sa performance pour faire du froid est moins bonne, et donc il va dépenser plus d'énergie en faisant tourner son moteur plus longuement pour arriver à produire le même froid. Donc le frigo, c'est quelque chose qui peut surconsommer, c'est quelque chose qui, par ailleurs, en effet, rejette des gaz qui, par le passé, ont détruit la couche d'ozone et qui, aujourd'hui, ont un effet sur l'effet de serre et donc le réchauffement climatique qui est très important. Et donc, c'est un produit qu'il faut surveiller. C'est un produit qu'il faut entretenir. Et pour faire cette surveillance et pour faire cet entretien, eh bien, il y a une façon aujourd'hui qui est d'intégrer de la connectivité avec ce frigo. C'est-à-dire avoir quelque chose qui mesure que ce frigo a une consommation énergétique qui est normale. C'est une consommation énergétique trop élevée, il faut faire une maintenance. C'est quelque chose qui vérifie qu'il n'y ait pas de fuite dans le système de refroidissement. Et s'il y a une petite fuite, il faut agir tout de suite avant que l'ensemble de son gaz ne se soit échappé. Et ça, c'est possible. C'est possible pour quelques dollars, encore une fois, ajoutés sur le prix d'un frigo qui vaut entre 400, 600, 800 euros. Donc c'est tout à fait accessible d'ajouter des connectivités dans un frigo pour cet objectif-là. Et si l'on a ajouté de la connectivité dans un frigo, eh bien on pourra tenir en compte tous les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure. La relation client, le renouvellement, l'entretien, le suivi dans la supply chain, tout ça, nous pouvons l'avoir en plus d'un point de vue industriel, en plus de l'objectif de résoudre des problèmes ou des risques écologiques liés à ces équipements-là. Alors une fois que cette connectivité est en place, une fois que l'électronique qui a été ajoutée dans le produit finalement est amortie par les bénéfices réalisés par les actions dont nous venons parler, eh bien à ce moment-là, il devient intéressant d'utiliser aussi cette électronique pour apporter des fonctionnalités à l'utilisateur. Et donc, pourquoi pas avoir un système permettant de faire ses courses, de l'aider, en tout cas de l'assister dans la réalisation des courses pour remplir ce frigo. Mais vous voyez que avec cette approche-là, on a changé drastiquement la problématique, puisqu'au départ, c'était de dire j'amène une fonction qui n'intéresse pas le consommateur et je voudrais lui faire payer. Donc il y a peu de chances qu'il adhère à cette approche-là. Et on est passé à j'ai ajouté des fonctionnalités qui, moi, en tant qu'industriel, m'apportent, qui pour certaines pourraient être une obligation légale. Et ces fonctionnalités-là financent l'électronique qui me permet d'apporter un service complémentaire à mon consommateur. Et donc, à ce moment-là, je peux faire un frigo connecté avec des fonctionnalités additionnelles qui ne coûtent pas plus cher pour le consommateur. Alors, en tant que consommateur, je pense qu'on est tous un peu pareil. Si dans le magasin, on a deux produits au même prix, un qui est un frigo, tout ce qu'il y a de plus classique, dont la seule fonctionnalité est de faire du froid, et juste à côté de lui, pour le même prix, on a un frigo qui, en plus, est capable de nous faire un inventaire, de nous prévenir sur nos dates de péremption, par exemple, eh ben, qu'allez-vous faire? Moi, je pense, mais je suis un geek, hein, mais je pense que clairement, pour le même prix, je prendrais celui qui a le plus de fonctions. Et donc, finalement, cette connectivité devient un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents, et donc vous permet de gagner des parts de marché sans avoir changé fondamentalement le business model, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez tout ça qui est en place, eh bien, vous pouvez aussi imaginer apporter des services nouveaux à votre client. Ça peut être des bons de réduction, qui, quelque part, créent des leads commerciaux qui peuvent vous rapporter des sources de revenus. C'est collecter de la donnée sur la consommation de vos clients, ainsi de suite. Alors, encore une fois, bien sûr, toute collecte de données peut avoir un impact sur la vie personnelle et il y a des questions sociétales à se poser. Je ne suis pas vraiment là pour faire poser des questions sociétales, il faudra forcément les poser à partir du moment où vous déciderez de sortir un produit, parce que c'est l'image de votre société qui va être impactée. Mais moi, je suis plutôt là pour vous parler de solutions technologiques et de transformation et vous dire que c'est possible, il faut y réfléchir, mais c'est possible de capter de la donnée, de l'exploiter et d'y trouver un avantage concurrentiel, un avantage commercial et des services nouveaux supplémentaires pour vos clients qui sauront
globalement les apprécier. Alors voilà pourquoi ce slide, cette table après les couteaux. Mais vous voyez, je vais vous montrer qu'on a d'autres cas d'usage où l'Internet des objets peut être particulièrement intéressant.